Alors, je remercie aussi le professeur Majoub là, qui a ouvert plusieurs des sujets dont je vais parler. Mais c'est toujours mieux de dire deux fois la même chose que deux choses différentes. Donc voilà. Alors j'ai divisé le topo en deux parties. Il y aura une grosse partie physiopathologique pour essayer de comprendre pourquoi on met des bêta-bloquants dans une situation qu'on gère normalement avec des agonismes adrénergiques, alors que ce n'est pas si évident que ça. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune des molécules présentées. Et je commencerai par définir le sujet. Donc, c'est le sepsis, qui est une dérégulation de la réponse de l'hôte face à une infection. Et cette dérégulation, elle va entraîner des dysfonctions d'organes qui seront secondaires et qui pourront impacter le pronostic vital. Donc, ces dysfonctions d'organes, elles sont bien connues depuis longtemps, et puis on peut les classifier sur le score SOFA qu'on aime bien en stage, et qui existe depuis plus de 20 ans. Donc la deuxième catégorie de patients, c'est ceux qui présentent un choc septique. C'est une sous-catégorisation de patients septiques qui présentent des anomalies plus sévères qui vont impacter le pronostic et engendrer une mortalité importante. Donc c'est toujours des patients qui présenteront une hypotension qui va être persistante et motiver l'administration de vasopresseurs. Ils seront lactiques et ils ne répondront pas à une réanimation uniquement volumique. Alors la physiopathologie du sepsis, aujourd'hui, elle est bien connue, au moins à la phase initiale. Ça part toujours ou très souvent d'une détection de molécules, ce qu'on appelle... Ah, vous ne voyez pas ma souris. Ouais. Donc c'est des molécules qui sont issues du non-soi, soit des molécules issues de pathogènes, soit de damage cellulaire, qui vont être détectées par des récepteurs présents sur les cellules de l'immunité innée, et ça va engendrer des chaînes et des voies d'activation cellulaire qui vont entraîner l'expression de gènes pro-inflammatoires et des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires. Donc cet orage cytokinique pro-inflammatoire, ça va avoir plusieurs conséquences. L'altération de la structure et de la fonction de l'endothélium, l'activation incontrôlée de la coagulation, notamment dans la microcirculation, et la décharge de cytokines qui ont des effets divergents, qui sont à la fois pro-inflammatoires et qui entraînent une immunoparalysie du patient septique. Alors, ces atteintes d'organes, elles vont atteindre tous les organes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est les atteintes du système cardiovasculaire et qui auront pour conséquence d'entraîner une insuffisance circulatoire aiguë. Donc il y a plusieurs composantes de cette insuffisance circulatoire. Il y a ce qu'on connaît bien, la vasoplégie, la perméabilité capillaire, et puis ce qu'on connaît un peu moins, c'est la cardiopathie septique qui a plusieurs composantes. Donc à la fois une dysfonction myocardique au niveau cellulaire, on en a un peu parlé dans le topo précédent, et aussi des troubles du rythme cardiaque. Donc ça, c'est une revue qui a 4-5 ans maintenant, qui a essayé de faire le point sur le traitement du sepsis actuellement. Alors ce qui est en vert, c'est ce qui est validé, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on pensait vrai et qui était infirmé par la suite. Mais en tout cas, notre stratégie de prise en charge du sepsis aujourd'hui, c'est avant tout de traiter la défaillance, notamment hémodynamique, avec un remplissage vasculaire, une administration de vasopresseurs et un traitement étiologique quand on part sur un sepsis d'origine infectieuse avec une administration très précoce d'anti-infectieux. Le reste des stratégies, ça sert à prévenir les aggravations secondaires de notre réanimation. Donc il y a d'autres pistes qui ont été explorées. Ça, c'est une autre revue qui résume toutes les pistes qui sont possibles. Donc ça ne sert à rien de dire, c'est trop petit. Mais en tout cas, croyez-moi, il y a différentes cibles qui sont dans la physiopathologie du sepsis qui ont été évaluées avec des essais randomisés contrôlés qui ont été réalisés dans la littérature et à chaque fois des résultats qui sont peu convaincants ou négatifs. Il y a la même chose pour tous les médiateurs de l'inflammation qui sont en cours et pareil, aujourd'hui, on n'a pas de résultats qui sont favorables, ou en tout cas qui changent le pronostic du sepsis et du choc septique. Alors moi, si je résume sur un schéma notre stratégie, on a un sepsis qui va entraîner des défaillances d'organes, et on va essayer de mettre des traitements symptomatiques pour gérer ces défaillances d'organes dans le but d'améliorer le pronostic. On a l'impression que la pierre angulaire de notre animation symptomatique, ça reste quand même la noradrénaline et les catécholamines. Mais on peut se poser la question si on n'a pas oublié quelqu'un dans notre système de pensée.
Et moi, je pense que si, et en tout cas la littérature aussi, c'est le système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome, je vais faire des rappels pour tout le monde, ça sera bien. C'est un système composé de deux composantes. Il y a le système sympathique et le système parasympathique, et c'est ce système nerveux autonome, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter à l'environnement et permettre la survie d'un organisme. Donc il y a, entre les deux composantes, là, il y a des différences anatomiques. On voit bien que même si ça naît de la même zone au niveau hypothalamique, le système parasympathique, il est composé de nerfs qu'on peut différencier les uns des autres, alors que le système sympathique, il est composé d'une chaîne latérovertébrale avec des interneurones et après une distribution plus métamérique. Et il y a aussi des différences physiologiques de neurotransmission de l'information. Dans le système parasympathique, il y a un interneurone qui est souvent localisé sur l'organe cible et il va y avoir une transmission avec des neurotransmetteurs. Ce sera 2 fois de l'acétylcholine, 1 fois des récepteurs nicotiniques et 1 fois des récepteurs muscariniques. Alors que dans le système sympathique, c'est nicotinique sur l'interneurone qui est situé sur la chaîne latérovertébrale. Mais par contre, sur l'organe cible, ça va être une sécrétion noradrénaline ou d'adrénaline. La deuxième façon que le système sympathique a de stimuler ces organes cibles, c'est de faire une sécrétion dans la circulation sanguine de catécholamines endogènes par la médulo-surrénale. Donc on a bien compris, système sympathique, on s'adapte au stress, système parasympathique, c'est plutôt une situation de repos. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ces deux systèmes, dans le cas le plus fréquent, c'est qu'ils sont antagonistes. L'activation d'un système, ça va réprimer l'activation du système opposé. Et à tout moment, il va y avoir un système d'équilibre qui va s'installer, qui va fluctuer au cours du temps, mais en tout cas, il y aura très rarement les deux systèmes activés ensemble. Donc le système sympathique, on y arrive, c'est la réponse au stress. Alors on connaît bien, nous, la localisation des récepteurs qui sont présents sur quasiment tous les organes. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y en a aussi sur les systèmes systèmes immunitaires. Et cette régulation du système immunitaire par le système nerveux autonome et la stimulation adrénergique, elle est moins connue et elle fait encore débat aujourd'hui. Elle fait encore débat aujourd'hui parce que malgré le fait qu'on stimule les mêmes récepteurs avec la même molécule, on peut avoir soit une activation de macrophages et de production de cytokines pro-inflammatoires, on a un petit peu parlé dans le topo précédent, mais on a aussi dans l'autre versant une limitation de certaines voies d'inflammation et on va orienter des transformations phénotypiques de certains lymphocytes T vers des phénotypes qui vont nous entraîner une immunoparalysie. Donc ce n'est pas si évident et on n'a pas tout compris encore aujourd'hui. Alors on arrive dans le sepsis et le système nerveux autonome. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Il y a une dérégulation du système nerveux autonome qui est engendrée par le sepsis. Ici, c'est une étude ancienne, c'est 1995, où les auteurs ils sont intéressés aux patients septiques et ils les ont catégorisés entre survivants et non-survivants. Et si on regarde les non-survivants en noir, on voit qu'il y a une sécrétion très importante et précoce d'adrénaline et de noradrénaline endogène. Il n'y avait pas de perfusion de catécholamine exogène à ce moment-là. Et les plus sévères, ils vont avoir plus de catécholamine endogène. Et on en a encore parlé dans le topo précédent, mais le fait d'avoir des taux très élevés de catécholamine endogène, on va avoir une diminution de l'efficacité de catécholamine par dérégulation des récepteurs. Comment ça se passe cette histoire? On en a parlé, c'est de l'endocytose de récepteurs après fixation du ligand sur le récepteur. Il y a une endocytose et en temps normal, il y a un recyclage du récepteur après des mécanismes moléculaires. Mais quand on stimule en permanence, il y a une dégradation qui va prendre le pas sur le recyclage et on va avoir une diminution du nombre de récepteurs sur la surface des cellules. Il y a un autre mécanisme qui se met en place, c'est qu'il y a une dérégulation et une répression de la synthèse de gènes de ces récepteurs. Donc on aboutit à une diminution de l'efficacité des catécholamines endogènes, mais aussi exogènes, et c'est ce qui explique que parfois on est obligé de monter les taux de noradrénaline. Alors ça, c'est une deuxième étude sur cadavres, dont les auteurs sont intéressés à la présence ou pas d'apoptose dans
les sites neuronaux qui sont responsables de la régulation du système nerveux autonome. Et ils montrent que les patients septiques ou en présence d'un choc septique, ils auront des taux d'apoptose beaucoup plus élevés que les autres. Et comme par hasard, c'est dans les zones hypothalamiques qui gèrent le système nerveux autonome. Il y a un troisième phénomène qui existe, c'est la dysfonction parasympathique et le déséquilibre entre le système sympathique et le parasympathique. Alors ça, c'est une étude animale de choc septique, mais en temps normal, il y a toujours une évolution de l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique, et ça se voit sur la fréquence cardiaque qui produit des variations de fréquence cardiaque au cours du temps. Si on crée un modèle septique, on aperçoit de manière assez reproductible qu'on perd progressivement cette variabilité du système de la fréquence cardiaque, et on va aboutir à une aggravation. Et ça, on sait aujourd'hui que plus on est grave, moins on a de variabilité du rythme cardiaque. Donc au niveau myocardique, c'est ce qui va nous intéresser aussi, on voit qu'il y a toujours cette balance entre apport et consommation d'oxygène, et dans le cas d'une stimulation par catécholamine, on va à la fois augmenter la consommation d'oxygène par tachycardie et baisser l'apport par diminution du temps diastolique. C'est là où on amène l'oxygène. Donc ça a des effets délétères myocardiques, dont la tachycardie. Alors, est-ce que cette tachycardie elle a une conséquence clinique en pratique ? Eh bien, oui, parce qu'on a des auteurs qui sont intéressés au devenir des patients septiques qui présentaient une tachycardie, une tachyarythmie au cours de sepsis, qui les ont suivis pendant 13 mois. Et on voit que les patients qui, pendant leur choc septique, vont présenter une fibrillation atriale, ils vont avoir à la fois plus de mortalité dans les services de réanimation, mais aussi au décours de leur séjour en réanimation. Donc c'est grave. Alors si on reprend notre système de pensée actuel, caricatural, j'entends, mais bon, eh ben, c'est peut-être dépassé et peut-être qu'on peut réfléchir autrement. On peut réfléchir comme ça. Il y a un sepsis qui va entraîner des dysfonctions d'organes, des dysfonctions du système nerveux autonome, et ce système nerveux autonome peut entraîner des dysfonctions d'organes. Et au lieu de traiter ces défaillances une à une, on peut peut-être venir un petit peu en amont en essayant de moduler cette dysfonction du système nerveux autonome dans le but d'améliorer le pronostic. Alors c'est la notion de blocage adrénergique. Et pour faire ça, on a les bêta-bloquants qui existent. Alors on a soit des bêta-bloquants cardiosélectifs, soit des bêta-bloquants non cardiosélectifs. Ici, c'est des bêta-bloquants cardiosélectifs. Alors l'athénolol et le métoprolol, ils existent depuis plus longtemps que les deux autres, mais ils ont l'inconvénient d'avoir des demi-vies plus longues. C'est-à-dire que si dans notre pari, on se trompe, pendant 12 heures, on va payer les conséquences de notre administration de bêta-bloquants. Les deux autres, là, l'andiolol et l'esmolol, c'est des molécules plus récentes qui ont des demi-vies d'élimination plus courtes, 4 et 9 minutes, qui dépendent uniquement des estérase plasmatiques et qui vont aussi avoir une cardiosélectivité bêta-1 très importante. Ça, c'est le rapport entre bêta-1 sur bêta-2, la sélectivité. Et on voit que l'andiolol, il est très favorablement en faveur de bêta-1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve clinique de l'administration des bêta-bloquants cardiosélectifs dans le choc septique ? Eh bien, on a une première étude de l'ère moderne d'utilisation des bêta-bloquants dans le sepsis qui date de 2013, où les auteurs sont intéressés au devenir des patients qui présentaient un choc septique, qui avaient une réanimation hémodynamique pendant au moins 24 heures, mais qui nécessitaient des doses élevées de noradré et qui présentaient une tachycardie. Alors, ils leur ont fait soit une administration de desmolol, soit une administration de traitement standard, enfin une prise en charge standard, et ils sont intéressés à la proportion de patients qui arrivaient à avoir une fréquence plus basse. Donc, le protocole qu'ils ont utilisé desmolol, c'était celui-là. Je passe rapidement, mais comme ça, vous l'avez vu. Et ce qu'ils ont mis en évidence, si on suit l'évolution de la fréquence cardiaque au cours du temps, c'est que les patients traités par esmolol, sans surprise, ils avaient une fréquence cardiaque plus élevée et ils atteignaient plus souvent le critère de jugement principal. Ce qui était plus surprenant, c'est que l'hémodynamie, ça c'est la PAM en fonction du temps, l'hémodynamie elle est parfaitement conservée dans le groupe esmolol, il n'y a pas de différence. Et ça c'est un critère aussi de jugement secondaire, mais ils avaient une diminution de la mortalité au cours du temps dans le groupe traité par esmolol.
Donc, ce qu'on peut tirer de cette étude, c'est que si on traite les patients septiques tachycardes après réanimation de au moins 24 heures par bêta-bloquant cardiosélectif de courte durée d'action, ça semble efficace pour contrôler la fréquence cardiaque, ça semble bien toléré, et puis il y a peut-être un effet sur la mortalité. Alors, cette deuxième étude randomisée contrôlée que je vous propose, c'est l'étude Kakiana, qui a été parue en 2020 et qui est très souvent citée dès qu'on parle de bêta-bloquant dans le sepsis. Donc, c'est une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, 54 centres, il y a beaucoup de patients, c'est encore une fois des patients septiques qui ont eu une réanimation hémodynamique avec une nécessité de vasopresseur et qui vont présenter une tachycardie ou un épisode de FA au cours de leur séjour en réanimation. Alors, il y avait des protocoles qui étaient standardisés. Si ces patients présentaient ça, ils avaient soit du landiolol, soit un traitement standard. Et le critère du jugement, c'était encore une fois le nombre de patients qui atteignaient des objectifs de fréquence cardiaque plus bas. Donc là, ils utilisaient du landiolol et pas de l'esmolol. Avec ce protocole-là, encore une fois, pas de bolus et une incrémentation progressive des doses. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que le groupe traité par landiolol avait, avait une meilleure contrôle de la fréquence cardiaque à H24 comparé au groupe standard. L'autre résultat de cette étude, en critères de jugement secondaire, c'est qu'il y avait une stabilité hémodynamique. Ici, c'est la pression diastolique des deux groupes, et ici, la pression systolique des deux groupes, et on voit bien que c'est totalement comparable. Alors, un autre critère de jugement secondaire de cette étude, c'était l'incidence de la récidive de tachyarrhythmie au cours de réanimation. Et on voit ici, de manière significative, que si on traite les gens par landiolol, ils vont moins présenter de nouvel épisode de FA au cours de leur séjour en réanimation. La mortalité, par contre, a été non significative, donc pas de conclusion sur ce deuxième critère de jugement. Donc là, pareil, si on traite un patient septique qui va présenter un trouble du rythme supraventriculaire en réanimation après une réanimation adaptée, par landiolol, ça semble efficace et ça prévient la survenue de nouvel épisode de trouble du rythme supraventriculaire. Donc il y en a une dizaine ou une quinzaine d'études comme ça sur les 15 dernières années. Je ne vous les présente pas tous, je vous présente simplement cette méta-analyse de 2021 qui s'est intéressée à toutes ces études randomisées contrôlées, landiolol ou esmolol versus traitement standard dans le contrôle de la fréquence cardiaque des patients septiques en réanimation sous noradrénaline. Et on voit de manière assez homogène et concordante qu'il y a une diminution de la mortalité à J28 dans l'ensemble des études. Ce n'était pas le critère de jugement principal de toutes ces études, mais quand on poule les résultats de toutes les études, on voit qu'il y a quand même un signal. Sur les autres critères de jugement, que ce soit la fréquence cardiaque, on baisse aussi globalement, ça c'est attendu. La pression artérielle moyenne, NS, donc il n'y a probablement pas d'effet. Et dose de noradrénaline, pareil, pas d'effet. Alors, on peut se poser la question maintenant de savoir quel type de bêta-bloquant on peut utiliser pour faire ça. Et alors, on n'a pas d'études randomisées contrôlées qui ont testé la stratégie d'un cardiosélectif versus un non cardiosélectif dans ces indications. Par contre, on a cette étude française, je crois. Non, c'est pas français, excusez-moi. Cette étude rétrospective sur 3000 patients qui sont entrés en réanimation pour un état de choc septique et ils se sont posé la question de savoir s'il y avait une préexposition de par le traitement chronique de ces patients par bêta-bloquant ou par bêta-bloquant cardiosélectif. Et alors, ce qu'ils ont montré, c'est que la préexposition par un bêta-bloquant cardiosélectif, c'était associé à une diminution de la mortalité. Et quand ils tracent les courbes de mortalité en fonction du suivi, ici en bleu, on a les patients qui sont non exposés au bêta-bloquant avant l'entrée en réanimation. En vert, on a les patients qui sont exposés au bêta-bloquant non cardiosélectif. Et en orange, on a les bêta-bloquants, les patients qui sont exposés au cardiosélectif. Donc il y a peut-être un signal quand même envers les cardiosélectifs. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il suffit de ralentir le cœur pour avoir un effet sur la mortalité ? Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été testées avec l'ivabradine, qui sert à ralentir le cœur, mais sans passer par le système adrénergie.
et CNS. Non seulement ils n'ont pas réussi à modifier la fréquence cardiaque avec ce genre de traitement, mais la mortalité n'a pas bougé. Alors la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut instaurer le traitement? Et là, on n'a pas beaucoup de réponses, mais il y a des Français qui ont essayé il n'y a pas longtemps de le mettre le plus précocement possible, dans les 6 heures d'introduction de la noradrénaline au décours de l'admission en réanimation. Et ils ont eu des surprises, et donc ils ont testé pour nous, mais c'est bien. Et du coup, ils ont été obligés d'arrêter l'esmolol chez 3 des 9 patients. Et au décours de l'administration de l'introduction d'esmolol, ils ont eu une bradycardie, une baisse du débit cardiaque et une augmentation des doses de noradrénaline. Donc, si on a envie d'introduire de manière précoce les bêta-bloquants cardiosélectifs en réanimation, il faut être très prudent et surveiller de manière très attentive l'hémodynamie. Parce que ce qu'on peut entraîner avec ces cardiosélectifs qui sont très sélectifs en bêta-1, c'est ce qu'on appelle une incompétence chromotropique. Et on va empêcher le patient de mettre en place ces mécanismes d'adaptation face au sepsis. C'est-à-dire qu'il est septique, il a besoin d'un débit cardiaque conservé, le patient a une tachycardie réactionnelle. Si on l'empêche de s'adapter par des médicaments, eh bien, ça peut mal se passer. Alors, est-ce qu'on a des preuves indirectes que contrôler le système nerveux autonome, c'est favorable pour le patient en réanimation? Eh bien, je pense que oui. Il y en a au moins 2. Il y a celle-là... la première, c'est que si on traite un patient par agoniste alpha-2 en réanimation, c'est des analyses post-hoc d'essais de sédation en réanimation, les patients traités par agoniste alpha-2 vont avoir une restauration de l'efficacité des catécholamines. Ça veut dire qu'on aura besoin de leur mettre moins de noradrénaline pour avoir un effet hémodynamique comparable à ceux qui n'ont pas été traités par ça. Et ça peut s'expliquer par la diminution un petit peu de l'orage adrénergique qui va diminuer la dérégulation des récepteurs adrénergiques. Donc ça, c'est une preuve indirecte, on en fait ce qu'on veut. Celle-là, elle me plaît plus. C'est des modèles de sepsis par péritonite chez le cochon. Et ils ont fait pareil dans toutes les situations, sauf que dans la situation vert, on a stimulé le nerf phrénique par électrode. Et quand on fait ça, eh ben, on a des cochons qui vont présenter un score SOFA qui va être inférieur au sepsis sans stimulation du nerf vagal. Et ils vont avoir besoin de beaucoup moins d'apport en catécholamine exogène. Donc au total, le sepsis, c'est une pathologie qui est fréquente et grave dans les services de réanimation. Il y a une mortalité élevée, et puis depuis 20 ans, il y a peu d'avancées qui ont changé le pronostic. On sait que le sepsis entraîne une dysfonction du système nerveux autonome avec un hyperadrénergisme qui est délétère pour l'organisme, notamment au niveau cardiovasculaire. Il y a des nouveaux cardiosélectifs qui arrivent, qui sont sur le marché depuis 10 ans, et peut-être qui pourraient nous aider à lutter contre ces phénomènes d'hyperadrénergisme qui sont délétères pour le patient. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de signaux dans la littérature qui sont en faveur de ça sur la mortalité. Il faut rester prudent quand on les administre trop tôt. Et pour répondre de manière plus certaine à ces questions, eh bien, il y a 3 essais randomisés contrôlés qui sont en cours d'inclusion. Voilà, dont un français avec le centre de Lille qui inclut pour savoir si effectivement l'administration de l'andiolol au décours d'une admission en réanimation après réanimation initiale peut avoir un effet sur la mortalité à 28 jours. Donc voilà, je vous remercie et